Bonjour et bienvenue dans ce podcast réalisé à l'occasion des 40 ans du Centre d'action interculturelle. Depuis plus de 40 ans, le CAI œuvre pour une société réellement interculturelle. D'autres podcasts réalisés avec l'Institut d'histoire ouvrière, économique et sociale témoignent de l'évolution des projets de notre institution. Dans cette série-ci, nous tendons le micro à celles et ceux qui les portent au quotidien. Accompagnateurs, coordinateurs, travailleurs administratifs, des collègues discrets, souvent dans l'ombre, mais toujours essentiels. Leurs voix éclaireront l'évolution de nos métiers, de nos méthodes et du contexte dans lequel nous agissons. Elles révéleront aussi des parcours humains, convictions, valeurs et militantisme compris. Ces témoignages ne sont ni hommages figés, ni bilan définitif. Ils sont instantanés d'une histoire en mouvement, avec ses tâtonnements et ses avancées. Ensemble, parcourons ces chemins, écoutons ces voix et laissons-nous inspirer par leur manière de faire vivre jour après jour le pari de l'interculturel. Aujourd'hui, écoutons Fabienne de Becker, coordinatrice administrative et financière actuelle, travailleuse depuis 1997. Découvrons son parcours et son travail primordial au sein de notre équipe et pour la santé financière de notre ASBL. Fabienne, bonjour. Bonjour Damien. Bonjour. Tu travailles au CAI depuis près de 30 ans. Peux-tu nous raconter comment tu as débuté, qui tu es, d'où tu venais et quel était le contexte de ton arrivée, tant pour ta fonction que pour l'association à cette époque? Oui, voilà, effectivement, ça fait 28 ans cette année que je travaille au CAI. Je venais du privé. En fait, j'avais 15 ans d'expérience comme comptable dans le privé. Et donc, en fait, je suis sortie de l'école en 83 et j'ai eu la chance de travailler directement en sortant de l'école sur mon lieu de stage, qui était le cinéma Caméo à l'époque. Et donc, j'ai travaillé là-bas 2 ans et demi comme comptable en sortant de l'école. Puis, j'ai travaillé aussi 1 an pour un grand magasin qui avait des succursales, etc. Donc là, j'ai travaillé 1 an. J'ai travaillé pour un petit menuisier pendant 1 année et puis j'ai travaillé 10 ans pour un concessionnaire automobile VW, Audi et Porsche. Et comme comptable aussi. Et puis, le garage a brûlé, en fait. Les patrons ont pris leur pension. Un nouveau garage s'est reconstruit. Mais le nouveau patron, moi, je ne le sentais pas du tout. Ça faisait 10 ans que j'étais là, mais je ne sentais pas du tout de travailler avec lui. Donc, je lui ai demandé si c'était possible de me licencier. Et de commun accord, on a mis fin à notre relation en juin 97. Et puis, il se fait que j'ai une fille de mon village qui travaille au Forum comme psychologue. Et donc, je suis allée la trouver pour directement rechercher un emploi, etc. Donc, elle m'a fait passer les tests psychotechniques, etc. Et sitôt qu'il y avait des offres d'emploi qui se présentaient, j'étais en première ligne pour les avoir directement avant qu'elles ne soient publiées. Et donc, une annonce, une offre d'emploi du Centre socio-culturel des immigrés de la province de Namur, qui recherche une secrétaire en contrat de remplacement. Oh, pourquoi pas, je n'avais quand même pas de job, je me suis dit, oui, tiens, pourquoi pas, ça a l'air intéressant, dans le social, tout à fait une autre orientation, le privé, je le sentais plus trop. Et donc, je suis arrivée ici et j'ai passé un examen d'entrée qui consistait à relire l'écriture de la directrice. Donc, j'avais un texte qui était écrit par Benoît et l'idée, c'était de le retranscrire et donc d'en faire un courrier. Donc, c'était déjà un bon test pour commencer. Mais j'ai la chance que j'ai une sœur qui écrit de la même façon, donc j'ai su le lire complètement sans problème. Et donc voilà, donc j'ai passé ce test-là, on était plusieurs, c'était un soir, il faisait noir, je me souviens. Et donc j'ai commencé ici sous contrat de remplacement de la secrétaire qui était là, Laurence. Donc j'ai commencé le 24 novembre 97, et à l'époque on était payé par le Forum, on était du personnel prime. Et donc on avait les barèmes du Forum et on était payé par le Forum. Il n'y avait pas encore de décret, on n'était pas encore agréé, c'était une petite ASBL en fait qui fonctionnait avec des animateurs et des choses comme ça. Et donc je commence ce contrat de remplacement et puis il se fait qu'on entend parler du décret, qu'il y a un agrément qui va arriver, qui va permettre de financer un mi-temps administratif. Et donc Benoît me propose ce mi-temps administratif, mais plutôt sous forme de comptable à ce moment-là que comme secrétaire. Je crois qu'elle s'est rendue compte que comme secrétaire, c'était pas top. Il valait mieux faire autre chose.
Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé au CAI. Donc c'était une petite association à l'époque, une petite ASBL, avant de devenir un centre régional d'intégration avec un décret et toute une législation qui va avec, quoi. Ah oui, oui, tout à fait. Et donc j'ai installé un peu, quand je suis arrivée, j'ai instauré un petit peu les normes du privé, quoi. Parce que, bon ben voilà, c'était pas structuré de la même manière, donc voilà. Voilà. Ah oui, tout à fait. Donc tu as pu en fait justement lors de cette expérience remarquer des changements. Ça fait maintenant plus de 20 ans donc que tu es ici. Et justement, quels changements as-tu observé au fil de ces années? Donc quel regard quelque part portes-tu sur l'évolution, notamment de ta fonction, de l'association? Tu l'as dit, elle ne s'appelait pas avant CAI, elle n'était pas encore reconnue comme CRI. Ça devait être un véritable changement quand le décret est arrivé. Quel regard portes-tu aussi sur l'évolution de l'équipe, de son environnement? Oui. Oui, effectivement, ça a été un grand changement. Donc l'agrément, c'est en 97, mais on a réellement commencé en 98 en fait, parce que l'agrément est arrivé assez tard. Donc le CSTIN est agréé en tant que centre régional d'intégration. Et donc le décret de l'époque permettait seulement le financement du poste de direction et d'un mi-temps administratif, comme je t'ai dit tout à l'heure, pour faire toutes les missions du décret. Tout à fait. C'était quand même un peu court. Donc à ce moment-là, ce décret, il faut savoir que c'est la vision d'un homme qui a été directeur au Centre socioculturel des immigrés et qui à cette époque-là était directeur à la région wallonne, c'est Michel Villan. Donc ce décret, c'est sa vision, hein. Et donc 98, c'est l'année du grand changement. On avait des animateurs dans les communes d'Andenne et de Sambreville pour les cours de français, les écoles de devoirs. Et donc ça, ces contrats-là se terminent, on transfère le personnel vers les communes et on engage des nouveaux collaborateurs pour répondre aux missions du décret. Et le fait que nous ayons eu aussi des APE, qui à l'époque s'appelaient ACS, des agents contractuels subventionnés. Donc ce sont des subventions emploi que l'on reçoit, qui nous permettent d'engager des collaborateurs. Et donc on crée des nouvelles fonctions autour du décret, qui s'appellent à cette époque-là des ARI, des ALI, etc. Donc agents régional d'intégration, voilà. Et c'était des fonctions essentiellement de deuxième ligne, hein, donc c'était l'accompagnement des associations, l'insertion socio-professionnelle, la formation, etc. Et donc en 98, nous sommes passés de 2 sources de financement des années antérieures à 20 financements en 98, et de 6 travailleurs à 30 actuellement. Waouh, Voilà. c'est une sacrée Donc, progression. voilà, oui, c'est résumé, mais voilà. Donc tout ce qui en découle, évidemment, c'est la gestion des ressources humaines, la gestion des dépenses, des dossiers justificatifs à rentrer, l'analytique qu'il faut mettre en place, parce que bon, ce n'était pas nécessaire. Quand on a 2 subventions, il n'y a pas besoin d'analytique comptable, mais une fois qu'on commence à en avoir plusieurs, il faut mettre en place un analytique. Il faut un parc informatique, il faut commencer à travailler en réseau. Avant, il n'y avait pas. On sauvegardait sur disquette. Enfin, voilà, donc l'évolution informatique, il a fallu la suivre aussi. Il a fallu suivre au niveau du mobilier, hein, puisqu'on augmente l'équipe. Et le bâtiment, on a commencé avec ce bâtiment-ci, et puis on a eu le deuxième bâtiment au-dessus de la crèche par la suite pour pouvoir mettre tout le monde. Alors, 98 aussi, c'est l'arrivée des premiers financements européens. C'est le premier FSE, c'était No Integra, et qui finançait l'entièreté de nos missions à l'époque. Donc là, ça nous permettait donc de financer tous ces nouveaux travailleurs. C'est donc l'arrivée des premiers financements européens, l'arrivée des financements des communes, des villes et de la province de Namur. Voilà. Et la région wallonne nous a financé également pour compléter nos missions, qui est en lien avec le décret. Et donc, comme j'ai dit tantôt, les premiers ACS qui sont arrivés, donc on avait 6 équivalents temps plein qu'on a pu engager. On avait droit à 6 équivalents temps plein ACS. Hein. ACS, Donc agents contractuels subventionnés. Donc c'est ce qui est APE maintenant. Ah oui, d'accord. Ce sont les aides à l'emploi, hein, voilà. Donc c'est une association privée, c'est une ASBL privée, le CAI, avec des fonds publics, hein, et des représentants en 98. Donc à partir de 98, on passe de cette petite ASBL gérée par principalement la communauté italienne, si je me souviens bien à l'époque. On passe de cette ASBL à une ASBL qui gère des fonds publics et avec une obligation décrétale d'avoir une parité au sein de ces instances, avec des associations, mais aussi avec des représentants publics.
Donc des villes, des communes, etc. Et la région wallonne, à l'époque, était dans nos instances aussi. Donc ça change quand même aussi la gestion de l'institution. On a deux missions de service public, de par le décret, à réaliser et donc à rendre compte aussi, ce qu'on n'avait pas auparavant. Donc ça accentue évidemment le besoin de travail administratif, d'où l'augmentation aussi progressivement du staff administratif. Ah oui, d'accord. Parce que, évidemment, on est sur autre chose, quoi. Oui, donc ce staff administratif a grandi. Agrandi. Dans le but aussi donc si je résume bien, de pouvoir suivre l'évolution du CAI qui est passé donc d'une SBL à une SBL, mais qui gère donc À une ASBL agréée, voilà, oui, c'est ouais, ça. tout à fait. À une plus grosse association, évidemment. Et donc, oui, effectivement, on a commencé. Moi, j'étais comptable, on a engagé une secrétaire, et puis de fil en aiguille, une deuxième, etc. Voilà. Donc, c'est un moment où l'administration est devenue de plus en plus importante, parce qu'il fallait justifier toutes les subventions à la région wallonne, mais aussi les subventions européennes, ce qui est complètement différent. En termes de justification, c'est totalement différent. Hein. Donc, et puis alors après, ce qui change, évidemment, c'est tous les décrets respectifs, l'évolution des missions, du décret, etc. L'arrivée de l'euro a changé aussi notre travail, parce que les premiers budgets européens que nous devions faire, ils étaient en écus. Avant l'euro, on a eu l'écu. En écu? Oui. Et donc, on a dû faire des budgets en écus. Et puis après, ils ont dit, non, finalement, ce sera l'euro. Et donc, on a dû recommencer. Et on a eu un taux de 40,3399 pour pouvoir convertir nos francs belges en euros. Donc, l'écu était une devise fictive, entre guillemets, ou qui n'a pas vu le jour et qui n'avait pas un taux de change de 40 par rapport à... Non, c'est ça. Donc, au début, avant l'euro, il était question que ce soit l'écu. Ouais. Et donc, les premiers budgets européens ont dû être faits en écu. Mais finalement, c'est tombé à l'eau, c'est une monnaie qui n'a pas vu le jour, quoi. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc voilà pour le FSE. Et alors aussi, ce qui est les grandes étapes du CAI, donc effectivement, il y a eu ce passage à l'euro, mais il y a eu aussi, donc je disais que quand j'ai été engagée en 97, nous étions personnel prime engagé par le Forum. Arrive l'agrément, on a la possibilité d'être engagé en tant que travailleur, CAI, avec des APE, etc., ce que j'ai dit tout à l'heure, mais par contre, on n'a pas de commission paritaire. Ah bon? Donc, pas de barème, pas de minimum légal au niveau des jours de congé, au niveau de tout ce qui constitue une commission paritaire. Donc, comment faire? On se dit, on va se baser sur les barèmes du Forum pour que les travailleurs continuent à être payés un barème quand même cohérent, quoi, hein. Et puis donc arrive cette commission paritaire, donc tous ces travaux, toute cette construction, donc on ne savait pas vers quoi on allait aller. Tout un temps, on nous avait dit qu'on allait être attaché à la 330, qui est les barèmes hospitaliers, et puis on nous a parlé d'autres commissions paritaires avec d'autres barèmes, avec d'autres conditions de travail, etc. Donc il y a eu tout un travail qui s'est fait avec des fédérations patronales, des syndicats, etc., pour la création de la commission paritaire 329-02. Est arrivée cette commission paritaire et donc il a fallu remettre les travailleurs au bon barème. Donc ça s'est fait sur 3 années en fait, ça s'est fait progressivement. Donc on a dû faire des tableaux, travailleur par travailleur, avec donc nous on a la chance, nous en région wallonne, de pouvoir d'être arrivés directement au bon barème de la commission paritaire. Certains secteurs dépendants de la communauté française ne sont toujours pas à 100% de la commission paritaire. Donc, ils n'ont toujours pas 100% de leur brut. À l'heure actuelle? À l'heure actuelle. Wow. Voilà. Donc, nous, on a eu la chance de pouvoir échelonner sur 3 ans, mais pour arriver à 100%. Eux, ils ont échelonné aussi sur 3 ans, mais pour rester à 80%. Ah oui, d'accord. Oui. Donc, si on prend certains secteurs, les barèmes ne sont pas les mêmes, même si c'est la même commission paritaire, il y a 2 grilles barémiques. Ah oui, d'accord, c'est assez particulier quand même. Oui, c'est particulier, ça, oui. Donc voilà, ça c'était aussi quand même une grande étape, ce passage qui a pris quand même du temps aussi, voilà. Puis la construction, la commission paritaire, parce qu'on a commencé par les barèmes, mais après il y avait tout le reste. Donc les primes de fin d'année sont arrivées bien après, etc. Donc au départ, il n'y avait pas grand-chose. 20 jours de congés légaux, parce que ça c'est la loi, on ne peut pas y passer. Les barèmes, et puis c'était tout, quoi. Ça s'est construit au fur et à mesure au niveau des fédérations d'employeurs. Et nous, on devait suivre ça de très près, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore vraiment
un intercentre. Il y avait un intercentre directeur, mais pas encore financier autour de ces thématiques. Ah oui, donc l'intercentre, si tu peux un peu expliquer pour nous ce Oui. que c'est ici. Donc les intercentres, c'est du travail que nous faisons entre les 8 différents CRI. Donc ici, nous, à Namur, on est un ancien CRI, hein, donc voilà, mais les autres, il y en a qui étaient déjà là en même temps que nous, et puis il y en a qui sont arrivés bien après, comme le Brabant Wallon ou le Luxembourg. Et donc, on a commencé à travailler en réseau, donc avec les CRI, pour pouvoir essayer d'avoir au moins des outils communs. Nous, en ce qui concerne le financier, notre idée, c'est d'avoir des outils communs, d'avoir une même méthode de calcul, de rendre compte de la même façon. Au niveau GRH aussi, donc on traite les points GRH, droit, financier, et alors logistique, etc. Voilà. Donc ça veut dire qu'il a fallu, à un moment donné, uniformiser dans les différents CRI la manière de fonctionner. Je suppose que ça a encore été quelque part une charge de travail supplémentaire ou du moins ça a dû nécessiter une réflexion, ça a dû nécessiter tout un travail de coordination quelque part. En fait, on n'arrive pas à harmoniser totalement, hein. Donc les CRI sont des ASBL indépendantes les unes des autres, hein. Tout à fait. Donc les CRI au sein de leur institution ont leurs propres règles, leurs propres règlements de travail. On essaye d'harmoniser, mais on n'arrivera jamais totalement à harmoniser, hein. Donc on n'a pas les mêmes primes de fin d'année nécessairement, on n'a pas le même jour de congé nécessairement, on n'a pas le même régime horaire nécessairement, pour donner un exemple. Donc on essaye de travailler là où on peut, là où on a des leviers. Donc essayons au moins d'avoir des tableaux communs, de rendre compte à la région ou de demander des budgets à la région, mais ensemble. Donc il y a un CRI pour le moment, c'est le CRI Lux qui est porteur, qui est responsable de notre intercentre. Ben, c'est le CRI Lux qui envoie les demandes, c'est pas tous les 8 CRI. On essaye au moins de montrer qu'on travaille ensemble aussi, quoi, hein. Bien sûr, tout à fait. Dans ton témoignage, on remarque que le CRI a évolué, a une histoire très longue. J'entends ici le CAI. Quelque part, qu'est-ce qui, selon toi, a été marquant dans cette histoire quand le CAI a cherché à faire bouger les lignes et qu'est-ce qui a permis justement au CAI d'y parvenir? Et selon toi, quel projet, action ou tournant te semble particulièrement porteur ou significatif dans l'histoire de l'association et te rendre fier de faire partie intégrante de celle-ci? Je voulais dire quand même encore tout à l'heure que le CAI a permis la création d'autres ASBL en les hébergeant. Ah oui. Voilà. Parce qu'on a hébergé ici au CAI les gens du voyage, avant qu'ils ne se constituent en ASBL. Nous avons recruté le directeur actuel, nous l'avons pris sur notre payroll. Son équipe également était sur notre payroll, donc dans notre cadre du personnel, hein, le temps qu'il puisse être agréé et se constituer en ASBL. Et on a fait la même chose pour le CETIS Wallon. Ah oui. Oui. Ah oui, d'accord. On a CETIS, servi de tremplin à ces associations. C'est le service d'interprétation. Voilà, exactement. On a servi de tremplin. Et les grandes étapes du CAI aussi, je voulais dire, c'était l'arrivée du parcours d'intégration. Quand même. C'était une grosse étape aussi. Voilà. Qui a totalement chamboulé la manière dont le CAI fonctionne, ses missions aussi. Oui, c'est ça. On a basculé vraiment vers de la première ligne, quoi, avec de l'accompagnement de personnes, etc. On avait quand même beaucoup plus de travailleurs de seconde ligne, comme on appelle ça. Donc ça a quand même fort changé. Ça a fort changé. On a essayé de ne pas y arriver, mais on a dû y passer. Donc, tout à voilà. fait. Il faut dire aussi qu'une des missions d'Écrétal, c'est la création de plateformes, notamment pour l'intégration, etc. Et c'est aussi un rôle central comme tu l'as dit, du CAI. Tout On voit à fait. que le CAI, donc, au-delà, est une plateforme, mais a aussi dans son histoire permis à des associations de voir le jour. Tout à fait, oui. Le CETIS notamment. Oui, oui. Et donc, ça n'est que légitime pour le CAI, ça n'est que logique maintenant d'effectuer son rôle de plateforme. Oui, c'est ça. Oui. Donc, quel regard portes-tu sur l'évolution de ta fonction? Alors, je dirais que ma fonction s'est professionnalisée en même temps que le CAI, parce qu'il y avait un besoin. Donc, il y a des contraintes de plus en plus fortes qui font peser une charge de travail et qui font qu'une fonction de coordination a été mise en place, puisqu'au départ j'étais comptable et pas coordinatrice, hein. Même si cette fonction est décrétale,
hein, il est prévu dans le décret, elle a quand même été mise en place vu l'évolution des missions et de la complexité de la gestion. Donc la gestion, c'est par exemple X personnes qui font Y mission avec Z sources de financement. Donc ça veut dire qu'il faut que tout colle. Et donc ça veut dire qu'un travailleur qui travaille sur le parcours, l'ISP et encore autre chose, il faut ventiler son salaire et tout ce qui va avec, en fonction du temps d'affectation du travailleur, etc. Donc en fait c'est assez complexe, c'est très fort complexifié. Les conditions de chacune et les règles ne sont pas les mêmes. Donc si on a 15 sources de financement, on doit pouvoir les appréhender avec des critères et des règles de chacune, donc ventiler les factures et les salaires fonction des règles de chaque pouvoir subsidiant. Les coordonnées financiers en général, ça c'est ce qu'on se dit en intercentre, récupèrent tout ce qui doit être fait. Et c'est perçu comme, et tout ce qui est perçu aussi comme administratif. Donc c'est très vaste. Hein. Exemple, une réglementation qui n'existait pas avant, ben, le RGPD, au hasard, c'est pour les cordeaux. Le conseiller en prévention, la gestion d'ASBL qui s'est complexifiée suite à l'arrivée du Code des entreprises ici dernièrement, ben, voilà, donc il a fallu remettre à jour les statuts, etc. Enfin voilà. Les marchés publics, mais ça chez nous, ben, c'est maintenant un peu plus une contrainte pour tout le monde. Voilà. Et donc il a fallu acquérir une batterie de compétences qui ne sont pas en lien avec la formation initiale. Donc il a fallu se former en permanence. Donc j'ai l'impression d'avoir fait plusieurs métiers en 20 ans. J'ai l'impression d'avoir travaillé pour des institutions différentes et avoir eu des métiers différents. L'équipe aussi a évolué, les compétences ont évolué. Du métier d'animateur à des métiers plus pointus pour les équipes. Et voilà, donc moi j'ai travaillé pour 20 séries différentes. Tout à fait. Voilà. En quoi le CAI a-t-il, selon toi, cherché à faire bouger les lignes? Qu'est-ce qui a, d'après toi, permis d'y parvenir? Et aussi, on se demandait quel projet, action ou tournant te semble donc particulièrement porteur ou significatif dans l'histoire du CAI, lesquels te rendent fier de faire partie de cette association? Alors, par rapport à bouger les lignes, je dirais que la direction a toujours été dans tous les débats et a toujours été moteur. Elle a toujours eu une vision de société et qu'elle a essayé d'insuffler aux décideurs et aux autres cris. C'est pas évident, mais voilà, elle a toujours essayé. C'est quelqu'un de militant qui a vraiment toujours essayé de faire bouger les choses, encore maintenant. Hein. Alors les actions et les tournants importants, c'est compliqué parce qu'il y en a eu beaucoup en autant d'années, mais il y a eu beaucoup et donc il faut peut-être en choisir qu'une dizaine, mais voilà, donc il y a eu beaucoup à travers le temps des actions importantes, marquantes, etc. Bon, on a parlé de l'agrément, mais alors si je reviens tout au début, ben, il y a eu la création des outils pédagogiques, la médiation interculturelle avec la formation des médiateurs et donc aussi la création de postes au sein des communes et des hôpitaux. Hein. L'inhumation des personnes musulmanes, donc les parcelles musulmanes dans les cimetières. Il y a eu le parrainage avant le mentorat, donc on était très précurseurs parce que c'était une expérience française. Nous, on a commencé à travailler ça dans les années 90, donc on était vraiment précurseurs. Bon, bah, alors il y a eu plein de projets, évidemment. Il y a eu Multicité, les 24 heures africaines, Sens d'ailleurs, Namur sans mur. Maintenant, on parle du mémorandum. On accompagne les associations aussi, c'est important. Nous aussi, on le fait au niveau comptable et au niveau gestion d'ASBL. Il y a eu toutes les formations, les colloques, les échanges du midi, tout ce qui se fait autour du 21 mars. Voilà, donc il y a eu des choses aussi qui ont disparu parce que le CAI n'a plus le même rôle. On est moins sur le culturel. Le culturel a été transféré à la communauté française et n'est plus financé par la région wallonne. Je prends l'exemple dans les années 90 des danses turques ou des choses comme ça. Ah, quoi. oui. Voilà, on avait des subventions et là maintenant plus du tout. Donc le secteur public évolue, nos actions aussi évoluent dans sa lignée puisqu'on est subventionné. Voilà pour les grandes lignes parce que franchement les actions importantes, il y en a eu tellement qu'on ne peut pas tous les lister, quoi. On ne peut pas tout lister. Hein. Dans tous tes apports spécifiques, quelle est ta plus grande fierté? Alors, je dirais que c'est d'avoir essayé d'apporter une vision rigoureuse, professionnelle dans la gestion administrative de l'institution. Je me suis basée évidemment sur mon expérience du privé hein, pour essayer de mettre ça ici en place.
C'est aussi mon rôle de chien de garde, donc Benoît m'appelle le chien de garde, hein, voilà. Parce que je veux que l'image du CAI soit un organe de référence aussi dans sa gestion et son administratif. Si tu avais l'opportunité de tout recommencer, changerais-tu quelque chose? Alors je vais te chanter une petite chanson. Non, rien de rien. Mais je chante très mal, alors je m'arrêterai là. En te projetant vers l'avenir, alors que tu nous rappelles souvent que la retraite approche, quels sont tes espoirs pour la suite en ce qui concerne ta fonction, le CAI et même la société? Alors, moi je pense qu'il faut garder un poste de coordination administrative et financière, parce que faire la compta et le secrétariat, il y a quand même tout le volet ressources humaines, et cet aspect de gestion des instances et de tous les projets qui nécessitent un support administratif et qu'il faut coordonner. Il ne faut pas sous-estimer la coordination administrative et financière et les équipes administratives, car la société s'est considérablement complexifiée. Le rôle public du CAI lui impose des contraintes supplémentaires et de plus en plus fortes. On vient encore de le voir dernièrement. Et le travail en intercentre a toute son importance également. Alors moi, ce que je souhaiterais, c'est avoir un successeur, je vais dire voilà, peu importe. Avoir un successeur qui soit curieux, rigoureux, qui veuille maintenir aussi l'image professionnelle de l'institution, qui soit impliqué, et qui ait envie d'apprendre et d'évoluer et de faire évoluer l'institution pour toujours être un organe de référence et qui reste quand même humain parce qu'on travaille par et pour l'humain. Alors il faut que ce soit quelqu'un aussi qui accepte tous les changements parce que je sais qu'il y a des collègues qui sont déjà partis parce que le CAI ça change tout le temps. Comme je te disais, j'ai l'impression d'avoir travaillé dans plusieurs endroits. Mais tout le monde ne peut pas l'accepter. Donc ça, il faut pouvoir aussi s'adapter aux changements régulièrement, hein. Et si je devais faire un message aux politiques, alors là, je leur demanderais quelle est la définition de la simplification administrative. Parce que quand on constate qu'à chaque décret et chaque évolution, on a une contrainte supplémentaire, chacun veut mettre sa patte et ça devient une lasagne immangeable. Sur ce message, nous allons donc conclure ce podcast. Je te remercie, Fabienne, pour ton témoignage. Celui-ci témoigne de l'évolution du CAI, de son histoire, et je pense qu'il sera utile pour les prochaines générations qui, j'espère, pourront s'inspirer de ton parcours et de tes valeurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Damien. Merci beaucoup. Merci à toi. Ces podcasts ont été réalisés par le CAI, enregistrés dans ses locaux en 2025. Pour plus d'informations sur nos actions et notre histoire, consultez notre site internet www.cainamur.be.